Bonjour à tous, merci de votre présence et de votre fidélité à nos conférences en ligne. Alors ce soir, on est vraiment très très heureux et honoré d'avoir Sophie Lucas qui est présidente de l'Institut du parmi nous. Euh, alors c'est notre vice-présidente Sophie Welch qui connaît très bien Sophie Lucas, qui a d'ailleurs fait tout ce qu'il fallait pour qu'elle soit parmi nous ce soir. Donc Sophie, je te laisse le privilège de présenter notre oratrice du jour. Euh, et je reprendrai la parole tout à l'heure pour le question time. À tout de suite. Merci. Oui, un grand merci à Sophie Lucas, que je ne connais pas très bien, mais je connais bien l'Institut de Duve, de nous faire le plaisir de venir évoquer les recherches de son équipe à l'Institut et surtout de vulgariser son savoir en matière de vaccination qui soulève beaucoup de questions. Alors, elle nous expliquera brièvement l'histoire des vaccinations et puis elle fera un point sur les différents vaccins existants et elle aura surtout la gentillesse de répondre à toutes nos interrogations après son exposé. Et donc, veuillez comme d'habitude poser vos questions par écrit dans l'onglet discussion en dessous de votre écran ou nous écrire que vous préféreriez poser votre question oralement. Mais avant de présenter notre oratrice, quelques mots sur l'Institut de Duve qui est discret, trop méconnu, mais qui joue un rôle tout à fait crucial. Et je le constate constamment lors de nos réunions du Steering Committee, dont je fais partie depuis quelques années. La culture d'excellence de l'Institut m'y frappe toujours. En fait, j'étais déjà fascinée par Christian de Duve lui-même, que j'ai eu la chance de côtoyer étant jeune, car c'était un ami de mon oncle Michel de Vichères, qui était prof de médecine et qui avait fait un peu de recherche avec Christian en Belgique et aux États-Unis. Et comme vous le savez, Christian de Duve est quelqu'un d'absolument passionnant. C'était un scientifique illustre et visionnaire qui a obtenu le prix Francky en 60 et surtout le prix Nobel de médecine ou de physiologie en 74. Et vous aurez peut-être lu dans ses nombreux livres passionnants que c'était aussi un humaniste, un philosophe à la dimension universelle. Et sa petite fille le décrit comme un grand-père tendre, passionné de musique. Donc c'est lui qui a fondé ce qui s'est d'abord appelé l'ICP, l'Institut de pathologie cellulaire, institut qui a été rebaptisé Institut de Duve à l'occasion de son 90e anniversaire. Et l'Institut de Duve est un institut de recherche biomédicale multidisciplinaire qui héberge une trentaine de labos de recherche sur le campus de la faculté de médecine de l'UCL, donc à Woluwe. Et on ne le sait pas assez, mais les projets de biologie fondamentale ont transformé la médecine. Sans recherche fondamentale, il n'y a pas de recherche clinique, et sans recherche, qu'elle soit fondamentale ou clinique, nous ne pouvons progresser vers de nouveaux et surtout de meilleurs traitements. La médecine aujourd'hui pourrait être comparée à un vaste iceberg où les 250 chercheurs de l'Institut de Duve appartiendraient à la partie immergée de cet iceberg médical. Et travaillant dans l'ombre, ces hommes et ces femmes s'efforcent de mettre en pratique tous les jours la devise de l'Institut qui est « mieux comprendre pour mieux guérir ». Alors, la recherche à l'Institut repose sur 3 principes clés. Une priorité à la recherche fondamentale et à la liberté des chercheurs, et Sophie Lucas vous dira sûrement à quel point c'est important que les chercheurs soient tout à fait libres. Une attention particulière aux progrès et aux bénéfices médicaux pouvant résulter des découvertes fondamentales. Et troisièmement, une collaboration multidisciplinaire dans un environnement qui présente un large éventail de compétences, de techniques et d'équipements. Et voilà, c'est ce remarquable institut que préside Sophie Lucas, qui est une chercheure passionnée et qui, en 94 déjà, obtient un diplôme de docteur en médecine de l'UCL, puis son doctorat en sciences biomédicales en 2000. Donc, ça lui a pris 5 ans de rédiger sa thèse en immunologie des tumeurs, qui étaient des travaux qu'elle a réalisés dans le laboratoire du professeur Thierry Beaune à l'Institut Ludwig pour la recherche sur le cancer. Après, elle a effectué un séjour postdoctoral de 2 ans dans la société de biotech Genentech à San Francisco, où elle a étudié de nouvelles cytokines et leurs récepteurs.
Et puis, en 2004, elle fonde son propre groupe de recherche à l'Institut de Duve. Elle est chercheure qualifiée du FNRS depuis 2008 et elle est ce qu'on appelle dans le jargon académisée en 2016, c'est-à-dire qu'elle devient professeure en immunothérapie du cancer auprès de l'UCL. Et ses recherches ouvrent des perspectives de développement d'une nouvelle approche très innovante d'immunothérapie du cancer. Alors, en 2019, couronnement, Sophie Lucas et son équipe ont reçu le prestigieux prix GSK de l'Académie royale de médecine pour ses avancées incroyables en immunothérapie. Et Sophie Lucas nous dit, à long terme, l'objectif est non pas de cibler les cellules tumorales, comme le font la chimio et la radiothérapie traditionnelle, mais d'essayer de stimuler les réponses immunitaires pour les rendre plus efficaces et permettre le rejet des cellules tumorales par le patient lui-même. Alors voilà, Sophie, nous avons l'énorme chance d'écouter une personne aussi qualifiée et passionnée pour nous parler en plus de la vaccination, qui est un sujet qui nous préoccupe tous beaucoup. Donc, je te passe très volontiers la parole. Merci beaucoup, Sophie, pour cette vraiment très généreuse et charmante introduction, tant à mon sujet qu'au sujet de mon institut. Et je vais probablement reprendre quelques-uns des éléments, mais très, très brièvement, parce que tu as couvert tout avec beaucoup de précision et surtout aussi beaucoup de gentillesse à notre égard. Donc, merci pour cette introduction. Je vais peut-être juste commencer par partager mon écran, si vous voulez bien. Ça va me prendre exactement 2 secondes. Voilà. Et je vais vous projeter mes dias. Et je suppose que vous voyez là ma première dia, où justement je vous présente une photo de notre institut, l'Institut de Duve, et sa devise, qui, comme Sophie vient de nous le rappeler, est de mieux comprendre pour mieux guérir. C'était en fait la devise de Christian de Duve. Et nous l'avons reprise à notre intention, parce qu'on trouve qu'elle est particulièrement adaptée au type de recherche qui s'effectue dans notre institut, qui effectivement a été fondé en 1974, l'année de l'attribution du prix Nobel à Christian de Duve. Alors, cette devise, on l'aime particulièrement bien. Pourquoi? Parce qu'elle exprime tellement bien notre engagement pour la recherche fondamentale, qui est cette recherche qui vise à comprendre le vivant quand elle s'applique dans le domaine biomédical, mais sans orientation prédéterminée. Et ça, pour nous, c'est très, très important. Mais elle se doit, cette recherche, parce qu'elle s'exerce dans le domaine biomédical, de saisir les opportunités d'application médicale, donc le développement de nouveaux médicaments ou de nouveaux traitements, quand et si ces opportunités se présentent. Donc c'est ça qu'on entend un peu par cette base très large d'une pyramide dont la pointe très très étroite correspond à la recherche appliquée et la base extrêmement large correspond à la recherche fondamentale. Et nous faisons beaucoup de recherche fondamentale et un peu de recherche appliquée, bien naturellement, au sein de l'Institut de Duve, qui effectivement est situé sur le campus de la faculté de médecine de l'Université catholique de Louvain. Alors, puisque notre institut a si bien été présenté par Sophie, je vais me contenter d'une présentation très très brève et surtout d'une présentation où je vais simplement vous montrer notre site web, donc deduveinstitute.be, et vous encourager en fait, si vous le souhaitez, à aller regarder quelques informations sur ce site web. Vous y trouverez des actualités récentes à notre sujet. Vous pouvez vous promener sur cette page. Des vidéos sont à votre disposition si vous cliquez ici sur le petit sigle. Et puis, si vous cliquez sur l'onglet « Recherche », vous verrez l'ensemble des disciplines qui sont couvertes au sein de l'Institut. Et comme vous le verrez, on couvre des domaines aussi variés que le cancer, les maladies génétiques, les maladies infectieuses et inflammatoires, les maladies métaboliques comme le diabète. Si ensuite vous cliquez sur l'onglet « Équipe », là, vous verrez ces fameuses 30 têtes chercheuses quelque part dont on vous a parlé tout à l'heure. Donc, ce sont ces responsables scientifiques qui sont à la tête de petites équipes de 5 à jusqu'à 30, parfois 40 chercheurs qui sont assez jeunes pour la plupart. Vous pouvez cliquer sur n'importe quelle équipe. Et là, ici, j'ai pris un exemple pris au hasard, c'est mon équipe, où vous trouverez une petite description de nos travaux en termes
vulgarisé pour tous. Vous pouvez aussi aller voir et constater la jeunesse des membres de nos équipes et le nom de ces membres que vous pouvez contacter si vous le souhaitez. Surtout, contacter, si vous le souhaitez, les responsables de groupe si vous avez des questions par rapport aux recherches qui sont réalisées dans leur laboratoire. Alors, dans mon équipe, qui est illustrée ici, nous travaillons effectivement dans le domaine de l'immunothérapie du cancer et des maladies auto-immunitaires. Et donc, je suis devenue immunologiste au long de ma carrière, après près de 30 ans de recherche. Et c'est ça qui va me permettre de traiter avec vous aujourd'hui de ce sujet des vaccins, et plus particulièrement des vaccins contre le Covid, même si je ne suis pas moi-même en train de faire des recherches dans le domaine des vaccins contre le Covid. Et je voulais simplement revenir avec vous, effectivement, pour situer un peu le contexte sur une brève histoire, je vais essayer de la tenir relativement brève, des vaccins, de sorte à me permettre d'essayer de vous expliquer comment les vaccins fonctionnent, mais de manière générale, parce que tous les vaccins fonctionnent de la même manière, quelque part. En tout cas, les principes généraux sont tout à fait conservés entre tous les vaccins. Ensuite, ensemble, nous essaierons de voir quels sont les vaccins qu'on a développés contre le Covid-19, qui est la maladie causée par ce virus qu'on appelle SARS-CoV-2. Et j'essaierai de vous expliquer pourquoi et comment on peut dire que les vaccins contre le Covid-19 sont efficaces et sûrs. On essaiera de voir ensemble comment en fait on peut mesurer ces deux paramètres dans des essais cliniques. Alors, évidemment, je ne vous vois plus, moi, je ne vois que quelques personnes ici qui ont encore gardé leur caméra ouverte, ce qui est bien naturel parce qu'il ne faut pas prendre trop de bande passante. Et je vois que vous avez éteint vos micros, ce qui est très bien aussi parce que ça évite les interférences. Mais surtout, n'hésitez pas à me faire un signe ou à intervenir ou à envoyer des questions sur le chat. Je n'ai aucun problème à m'interrompre pendant la présentation. Et comme on vous l'a dit, je reste après pour répondre à des questions. Je vais essayer de garder cette présentation relativement courte. Elle est prévue pour durer 30 minutes grand maximum, de sorte à ce qu'on puisse vraiment avoir le temps de répondre à toutes les questions que vous auriez. Donc, l'histoire de la vaccination, elle remonte à l'histoire de la vaccination contre la variole. Et plus précisément, pas exactement à la variole, mais à la variole des vaches, qui est une maladie qu'on appelait la vaccine. Donc, la variole, c'est une maladie infectieuse, donc qui est causée par un microbe, et dans ce cas-ci, il s'agit d'un virus qui est très, très contagieuse. Je voudrais dire, elle était très contagieuse parce qu'elle n'existe plus, cette maladie. Elle tuait un enfant infecté sur 3 à 5. Et c'était une maladie pire encore quand elle survenait chez des adultes, ce qui arrivait rarement, car lorsqu'on avait fait la variole dans l'enfance, on ne refaisait pas la variole en tant qu'adulte. Si elle ne tuait pas, cette maladie, elle laissait des cicatrices affreuses. Elle se caractérisait, cette maladie, par la présence de pustules sur la peau, et c'est ces pustules qui causaient ces cicatrices persistantes, et c'est la raison pour laquelle on l'appelait la petite vérole. Il y avait des épidémies de variole récurrentes depuis des siècles et depuis l'Antiquité, probablement, et la variole décimait du plus riche au plus pauvre. Vous devez savoir que Louis XIV a perdu son fils et son petit-fils de la variole. C'était donc une véritable loterie, cette variole. Alors, l'inventeur de la vaccination moderne, et donc de la vaccination contre la variole, c'est lui, c'est Édouard Jenner. Édouard Jenner était un médecin de campagne anglais et il s'est basé sur une observation empirique qui était connue par d'autres auparavant. C'est-à-dire que les travailleurs de ferme qui étaient exposés de près aux vaches atteintes de la forme bovine de la variole, cette maladie qu'on appelait la vaccine, c'est donc la maladie causée par un virus très proche de celui de la variole mais qui n'infecte que les vaches. Donc, il observait que les travailleurs des fermes qui étaient exposés aux vaches atteintes de vaccine pouvaient faire la vaccine. C'est donc une maladie qu'on pouvait observer chez l'homme, mais qui était une forme très peu sévère, avec des pustules, jamais mortelles, qui ressemblait un tout petit peu à la variole, sauf par sa gravité. Mais surtout, l'observation très intéressante qu'il a faite, c'est que ces travailleurs de ferme qui avaient fait la vaccine étaient protégés de la variole humaine. Ils ne faisaient pas la variole, ils ne devenaient pas malades, même en période d'épidémie de variole. Et donc, Jenner a décidé d'expérimenter sur des sujets humains la possibilité d'inoculer la vaccine, c'est-à-dire le contenu des pustules d'individus en train de faire la vaccine, pour les protéger, pour protéger d'autres individus contre la variole. Et il a ensuite vérifié, en effet, que cette inoculation de vaccine protégeait bien contre la variole. Comment est-ce qu'il a vérifié ça? En injectant directement
le contenu de pustules de variole, cette fois, donc la maladie extrêmement virulente, à des sujets d'expérience quelques semaines après les avoir vaccinés. Ça fait un peu froid dans le dos, surtout quand on pense que le premier sujet d'expérimentation dans ce cas-là était un jeune garçon de 8 ans. Mais Dieu merci, ça marchait. Et ça, c'était en 1796. Et donc, c'est par la suite qu'on a proposé d'utiliser le mot vaccination pour parler de ce procédé qui consiste à inoculer un agent infectieux très atténué, un microbe atténué, qui ne provoque pas la maladie contre laquelle on cherche à protéger, attention, mais qui permet de stimuler le système immunitaire, de l'éduquer pour empêcher que l'individu vacciné ne fasse la maladie par la suite. C'est donc de la prévention. C'est Pasteur, en fait, qui va appeler cette procédure la vaccination, en pensant à Jenner. Mais si ni Jenner ni Pasteur ne comprenaient les fondements scientifiques de leurs observations purement empiriques, c'est pour comprendre ces fondements qu'une toute nouvelle branche des sciences biomédicales, naissante à l'époque, et a émergé des sciences biomédicales, c'est la science de l'immunologie. Donc, Pasteur, qu'on voit ici, n'a pas créé le premier vaccin. Il a fait des découvertes très, très originales, Pasteur, environ 100 ans après les expériences de Jenner. Et ce que Pasteur a découvert de très original, c'est que les maladies infectieuses sont dues à des germes ou à des microbes, c'est-à-dire à des virus, à des bactéries ou des parasites. Ça paraît évident aujourd'hui. Eh bien, en fait, au début du 19e siècle, on ne savait pas ça. C'est Pasteur qui a démontré que les maladies infectieuses étaient dues à des microbes. Alors, Pasteur connaissait aussi les travaux de Jenner, bien sûr. Et c'est lui, comme je vous l'ai dit, qui proposera d'utiliser le mot vaccination. Mais la contribution de Pasteur au développement des vaccins, ce n'est pas de les avoir inventés, c'est la suivante. Il a fait une observation, cette fois-ci, fortuite. Et ça nous arrive très souvent dans les laboratoires. Et il faut bien garder les yeux ouverts parce que ce sont parfois, souvent même, ces observations fortuites qui sont à l'origine de découvertes assez importantes. Et donc, la découverte fortuite qui a été faite dans le laboratoire de Pasteur est sans doute due à une gaffe d'un de ses collaborateurs qui avait laissé traîner des cultures de bactéries qui provoquaient, il l'avait démontré, le choléra chez les poules. Alors, lorsque ce collaborateur a injecté ces bactéries vieillissantes à des poules, elles n'ont pas développé de choléra. Donc, ils ont essayé de répéter l'expérience avec cette fois des bactéries fraîches. Et là, ils ont constaté que ces poules, en fait, ne développaient pas le choléra. Ils ont donc compris qu'il était possible de modifier un microbe, de l'atténuer en le laissant traîner ou en le gardant dans des conditions de culture très difficiles, de sorte à ce que lorsqu'on l'injecte à des individus, donc des poules, ce microbe atténué ne provoque pas de maladie. Le microbe atténué a perdu sa virulence, mais il immunise les sujets, c'est-à-dire qu'il les protège et qu'il empêche que lorsque le sujet entre en contact avec le microbe d'origine, le microbe qui lui est bien virulent, bien sauvage, bien frais, eh bien le sujet ne développe pas la maladie, dans ce cas-ci le choléra de la poule. Alors, en 1881, Pasteur il va appliquer ce principe à une maladie autre qu'une maladie expérimentale, à la maladie du charbon. Et il va inoculer en public, dans une ferme de Seine-et-Marne, la bactérie charbonneuse. C'est la bactérie qui provoque la maladie du charbon. Il va inoculer 48 moutons avec cette maladie charbonneuse, dont 24, la moitié du groupe avaient été préalablement vaccinés avec une forme atténuée du microbe. Ces derniers 24 moutons auront la vie sauve, les autres pas, évidemment. Et donc, le charbon qui décimait les troupeaux va disparaître en France grâce à l'introduction de cette vaccination d'animaux, de cette vaccination vétérinaire. Alors, pour accéder à la légende, il ne manquera à Pasteur que de développer un vaccin utile pour une maladie humaine, et c'est ce qu'il fera en développant le premier vaccin contre la rage, et ça c'est en 1885, je pense. Alors, Pasteur, lui, donc, découvre la vaccination par germes pathogènes atténués. Ce sont donc des vaccins à base de microbes qui sont atténués par modification volontaire en laboratoire. Aujourd'hui, on le verra plus tard ensemble, on utilise encore ce principe de vaccination, mis au point par Pasteur, contre la rougeole, par exemple. Les vaccins contre la rougeole sont des vaccins à virus vivants atténués. Alors, le siècle suivant, il a mené au développement d'un nombre très intéressant de vaccins. Alors, voilà. Et notamment ceux contre la polio
ou plutôt, oui, plusieurs vaccins contre la poliomyélite qui est provoquée par ce virus, le poliovirus. 2 vaccins ont été développés indépendamment dans les années 50 par Albert Sabin, comme vous voyez ici à gauche, et Jonas Salk, 2 médecins américains, tous deux. Et ils ont développé 2 vaccins indépendamment basés sur des principes différents, c'est-à-dire des vecteurs vaccinaux différents. Le vaccin poliomyélite dit de Sabin, le vaccin Sabin, c'est comme ça qu'on l'appelle aujourd'hui, est un vaccin à la Pasteur, c'est-à-dire qu'il contient 3 souches virales de polio, mais atténuées. Et il l'a développé dans les années entre 40 et 55, ça lui a pris pas mal d'années, commercialisé pour la première fois en 1961. Ce vaccin est très intéressant car il peut être administré par voie orale et c'est celui qu'on a utilisé pendant de nombreuses années dans nos pays. Et cette voie orale, c'est la voie d'entrée naturelle du virus de la polio. Alors, il a des caractéristiques techniques très intéressantes, particulièrement adaptées à nous protéger contre la polio. Et par exemple, il ne cite pas de rappel, celui-là. Le vaccin Salk, lui, contient 3 souches du virus polio aussi, mais qui sont pas vivantes et atténuées, qui sont, elles, inactivées par un traitement chimique. Ce vaccin ne peut donc pas être administré par voie orale parce qu'il est détruit instantanément dans l'intestin, enfin dans l'estomac et l'intestin. Il doit être administré par voie intramusculaire et donc nécessite des injections de rappel. Alors la mise au point du vaccin Salk, elle a suscité beaucoup d'intérêt dans le public à l'époque et ceci n'était plus vraiment arrivé depuis le vaccin antirabique de Pasteur qui avait fait vraiment beaucoup de bruit publiquement. La poliomyélite à l'époque était une maladie épidémique et le président américain Franklin Roosevelt en souffrait probablement depuis l'âge de 39 ans, même si certains neurologues pensent aujourd'hui qu'il avait en réalité un syndrome de Guillain-Barré. Enfin, bref, tout le monde pensait quand même à l'époque qu'il souffrait des conséquences d'une poliomyélite. Et il a fondé donc un groupement, une association pour récolter de l'argent auprès du public et accélérer la mise au point d'un vaccin. Alors cet effort de collecte, pièce par pièce, c'était quelque part du crowdfunding, fut connu sous le nom de March of Dimes. Et en 1946, le portrait de Roosevelt se retrouvera alors sur les pièces de 10 centimes aux États-Unis, qu'on appelle des dimes. Et le vaccin de Salk fut testé en 1954 dans 44 États aux États-Unis. Et donc on a utilisé alternativement les vaccins Sabin et puis Salk dans nos pays jusqu'à ce qu'on développe des campagnes de vaccination de masse pour essayer de se débarrasser de la poliomyélite au niveau international. Donc, les premières vaccinations de masse, ça a pris un peu plus de temps à se développer que les premiers vaccins. On les a fait dans les années 50 et elles ont été organisées par l'OMS notamment. Elles ont été extraordinairement efficaces dans un cas, c'est celui de la variole, qu'on a réussi à éradiquer à la fin des années 70, c'est-à-dire 20 ans après le début des efforts de vaccination collective et près de 200 ans après les découvertes de Jenner. Alors, il y a des campagnes de vaccination de masse qui ont aussi été organisées par l'OMS, notamment contre la polio, et on n'y est pas encore tout à fait à l'éradication de la polio. On y est presque, mais pas encore tout à fait. Alors, ici, c'est un résumé très bref des recommandations vaccinales que l'on fait aujourd'hui en Belgique. On a effectivement développé au fil de ces 200 ans d'histoire de la vaccination, de plus en plus de vaccins qu'on administre essentiellement, comme vous le voyez ici, dans la petite enfance, puisque ce sont des vaccins qui visent à protéger contre des maladies, essentiellement des maladies infantiles. Et vous voyez ces exemples de vaccins contre la diphtérie, la polio, évidemment, toujours, qui est le seul vaccin obligatoire encore en Belgique, mais il est obligatoire. Donc, polio, diphtérie, tétanos, coqueluche, méningite, rougeole, rubéole, rayon. Chaque vaccin a son calendrier vaccinal. On parle donc de calendrier de vaccination. Tout ça est très, très bien organisé par nos pédiatres, par l'ONE et par nos services de santé publique. Alors, ça me mène donc aux questions de vaccination contre le Covid. Si les premiers vaccins datent d'environ 2 siècles, il faut quand même se rappeler qu'il nous faudra près de 150 ans et le développement d'une toute nouvelle branche des sciences médicales, donc l'immunologie, pour comprendre comment ces vaccins fonctionnent. Alors aujourd'hui, c'est cette connaissance-là, acquise depuis 200 ans, de manière incrémentale, qui nous permet d'en développer de nouveaux rapidement, en mesurant objectivement leur efficacité et leurs effets secondaires. Alors la vitesse de développement des vaccins contre le Covid, c'est donc un exploit technologique. Mais ce n'est ni une véritable surprise. Ce qui surprend, c'est que ça a été
aussi vite en quelques mois plutôt que 1 ou 2 ans. Mais en soi, ce n'est pas une véritable surprise, ce n'est pas une invention improbable, puisque tous les éléments, ou presque, s'étaient progressivement mis en place depuis 2 siècles. Alors, je vous propose maintenant de prendre justement l'exemple du Covid pour expliquer comment fonctionnent en fait tous les vaccins. Alors, les vaccins, tous, protègent contre une maladie infectieuse. Un vaccin ne protège que contre une maladie infectieuse, c'est-à-dire une maladie qui est causée par un microbe. Et le Covid est causé, c'est la maladie infectieuse qui est causée par le virus SARS-CoV-2, qui est indiqué ici sur mon écran. Alors, le virus SARS-CoV-2, c'est un virus qui contient un génome, donc une série d'instructions génétiques pour pouvoir se reproduire. Et ce génome est fait à base d'ARN, cette longue molécule bleue qui est représentée ici, enveloppé d'une couche de lipides, une bicouche de lipides, et couronné de protéines rouges, ici qu'on appelle spike. Les coronavirus portent ce nom à cause de cette couronne de protéines qu'on appelle spicules en français, mais tout le monde les appelle spike du nom anglais dont elles proviennent. Alors voici à nouveau ce virus en 3 dimensions, ici, cette fois-ci, avec ces protéines spike dans cette représentation-ci, elles sont représentées en bleu, et vous voyez qu'elles forment vraiment une couronne à la surface de ce virus dont on voit un close-up ici, à cet endroit-ci. Et cette petite région bleu clair qui est au bout de la protéine spike, elle est particulièrement importante parce qu'elle permet à cette protéine de la couronne de s'accrocher à nos cellules. Spike sert en fait de clé pour franchir la porte d'entrée de nos cellules. Elle se lie à une serrure qu'on appelle, c'est un récepteur à la surface de nos cellules qu'on appelle ACE2, qui est ici, et par exemple qui se trouve à la surface des cellules de nos muqueuses respiratoires, par exemple. Lorsque le virus entre dans une cellule, il va s'y multiplier considérablement, des centaines, voire des milliers de fois, ressortir de ces cellules et éventuellement contaminer des autres personnes qui peuvent être à proximité. Alors, c'est l'infection par le virus SARS-CoV-2 qui cause les symptômes du Covid, donc la maladie qui est causée par le virus SARS-CoV-2. Et on sait qu'une personne infectée va en contaminer en moyenne 2 ou 3 autres si on ne prend aucune mesure de précaution, donc en dehors des moyens de confinement. Alors, un vaccin contre un microbe, le virus SARS-CoV-2 ici, mais en fait, quel que soit le microbe, est toujours composé d'une petite partie du microbe contre lequel il protège. Donc, pour les vaccins actuels contre le Covid, pas tous, mais 2 des 3 disponibles actuellement, il s'agit par exemple d'un petit morceau de l'ARN que vous voyez ici. Mon écran n'est pas très très bien mis, donc moi je le vois. Voilà. Il s'agit donc ici d'un petit morceau d'ARN, petit, ce n'est pas tout l'ARN du virus, hein, c'est un tout petit bout d'ARN qui contient l'information nécessaire pour fabriquer la protéine spike qui va couronner le virus. Alors, à elle seule, et ça c'est vrai pour tous les vaccins, cette partie isolée du microbe est incapable de causer la maladie infectieuse. Par contre, ce qui va se passer au moment de la vaccination, et en quoi consiste la vaccination, c'est qu'on injecte cette petite partie du microbe dans un muscle du bras. Alors, nos cellules, à cet endroit, elles vont se mettre à fabriquer une seule chose, dans le cas des vaccins ARN contre le Covid, c'est cette protéine spike. Elles ne fabriquent pas le virus complet, elles fabriquent que la protéine spike. Dans d'autres vaccins qui ont un autre contenu, et on va en voir quelques exemples, ça peut être la protéine spike elle-même qu'on injecte, par exemple. Ou encore, on pourrait imaginer de faire comme Jonas Salk et injecter le microbe entier, c'est-à-dire le virus SARS-CoV-2 entier, mais tué, bien sûr, inactivé au formol. Ça, c'est le vaccin chinois, probablement. Dans tous les cas, la partie du microbe est exposée aux cellules immunitaires. Donc, Spike, ici, est exposé aux cellules immunitaires, à nos cellules immunitaires, c'est-à-dire des globules blancs spécialisés qui vont reconnaître la protéine comme provenant d'un microbe et donc comme danger potentiel. Et donc, ces globules blancs vont se mettre à synthétiser des anticorps. Mais il faut un certain temps pour cela. Il faut un minimum de 7 à 10 jours pour voir apparaître les premiers anticorps. Une deuxième injection, et ça c'est très important, une deuxième dose du même vaccin va permettre de synthétiser beaucoup plus d'anticorps, tous différents les uns des autres, mais tous capables de se lier à cette protéine spike. Et ces anticorps circulent dans le corps, ils y persistent de nombreux mois, parfois même des années, et surtout ce qui persiste parfois très très longtemps, ce sont les cellules qui produisent ces anticorps. Alors maintenant, ça c'est ce qui se passe pendant la vaccination. Mais qu'est-ce qui se passe quand une personne qui a développé des anticorps, on dit qu'elle est immunisée ou vaccinée, quand elle est immunisée par vaccination, qu'est-ce qui se passe quand cette personne
rentre en contact avec le virus, un contact à haut risque avec une personne positive, par exemple, eh bien, immédiatement, les anticorps induits par le vaccin vont se fixer au virus et vont le neutraliser, l'empêcher d'entrer dans les cellules et de s'y multiplier. La personne immunisée ne va pas développer de symptômes, elle ne fait pas le Covid, elle est protégée par la vaccination. Alors ça, c'est très différent chez une personne qui n'est pas vaccinée. Elle n'a pas encore d'anticorps contre le virus. Quand elle va rencontrer le virus, elle va en développer, bien sûr, mais ça prendra aussi un minimum de 7 à 10 jours, exactement comme après le vaccin. Et pendant ce temps-là, le virus, lui, il peut se multiplier sans encombre, entrer dans nos cellules sans grand embarras, il peut s'y multiplier et se propager. C'est ça qui cause les symptômes du Covid. Donc, quand la maladie Covid sera bien en place, les anticorps apparaissent, mais trop tard. Ils protégeront contre une réinfection plus tard, si la personne s'en sort, et elle s'en sort souvent quand même, il faut le reconnaître. Donc, le vaccin protège les personnes vaccinées contre la maladie en préparant le terrain immunitaire, en lui donnant une longueur d'avance, en induisant le plus souvent la production d'anticorps qui élimineront le virus avant qu'il ne cause des dégâts si un jour on est amené à rencontrer ce virus particulier. Un vaccin protège contre une seule maladie infectieuse et contre aucune autre. C'est donc une approche de médecine préventive. Alors maintenant, un peu plus technique. Les vaccins contre le Covid et contre le virus SARS-CoV-2, il y en a en fait plusieurs. Il y en a plus de 150 en développement. Tous vont viser à faire fabriquer à la personne vaccinée des anticorps contre la protéine spike. Ici, c'est à nouveau un schéma de ce virus SARS-CoV-2. La protéine spike est ici et elle est grossie ici en 3 dimensions. Et tous vont donc viser à exposer cette fameuse protéine spike au système immunitaire des personnes vaccinées. Mais ils ne vont pas tous agir de la même manière. La manière de délivrer, le vecteur qui sert à délivrer cette protéine spike va être différent en fonction des vaccins. Et ici, vous avez ce schéma qui a été publié par un grand immunologiste dans la revue Nature il y a 6 mois, reprend un petit peu tous les types de vaccins qui sont en cours de développement contre le Covid. Alors, certains sont des morceaux d'ARN, c'est ceux qui sont ici, dont on vient déjà de parler, que je vous ai illustré dans les dias précédentes, on y reviendra. Mais d'autres sont à base d'autres types de vaccins. Alors, par exemple, il y a ici en C un virus inactivé. C'est le principe du vaccin Salk contre la polio. Ça, ce sera le vaccin chinois, le Coronavac, qui est produit par Sinovac. Alors, certains sont basés sur le principe des vaccins à la Pasteur et du vaccin Sabin. Ce sont des virus atténués. Le désavantage de ces vaccins-là, c'est qu'ils mettent énormément de temps à être développés puisqu'il faut atténuer le virus, il faut le modifier génétiquement, ça prend énormément de temps et c'est relativement difficile à faire sans risque. Donc, en fait, il y a assez peu de vaccins vivants atténués qui sont en cours de développement pour l'instant. Ce type-ci, qui est représenté ici, c'est en fait l'utilisation, comme je vous le disais, directement de la protéine spike elle-même. Et par exemple, les sociétés GSK et Sanofi ont essayé de développer des vaccins à base de protéines spike recombinantes, un peu sur le modèle des vaccins contre l'hépatite B. Malheureusement, avec des résultats pour l'instant pas très encourageants qui les ont obligés à redessiner des nouvelles études de phase 2 et peut-être de phase 3, mais ils ont perdu pas mal de temps, bien involontairement, mais dans cette recherche d'un vaccin à base de protéines recombinantes. Alors, il y a encore quelques autres types de vaccins, mais dont on ne parlera pas. On va maintenant se focaliser essentiellement sur ces 2 types de vaccins que je suis en train d'entourer ici avec ma souris. Donc, les vaccins à ARN, parce que vous savez que c'est ceux-là qu'on utilise en partie chez nous. Et puis, des vaccins à base de virus recombinants non réplicatifs, donc des vecteurs viraux non réplicatifs, qui sont les plateformes virales, les vecteurs viraux, les vecteurs vaccinaux qui sont utilisés par AstraZeneca et Johnson & Johnson. Donc, ces 2 types ici en H et L représentent à eux seuls les 5 types de vaccins auxquels on va avoir accès dans les mois à venir. On a déjà ou on va avoir accès dans les mois à venir en Europe et plus particulièrement en Belgique. Donc, en effet, en Belgique, pour l'instant, et vous les connaissez aussi bien que moi parce qu'ils sont devenus tellement connus publiquement, on a 3 vaccins à base d'ARN dont 2 sont déjà approuvés et distribués. Ce sont donc les vaccins
Pfizer et Moderna, et le vaccin CureVac qui viendra probablement, si les résultats sont acceptables, enfin plus qu'acceptables, si les résultats sont bons et sont prévus d'ici quelques semaines à quelques mois, donc CureVac, donc 3 vaccins à base d'ARN messager. Donc, c'est de l'ARN messager que vous trouvez ici, donc une partie, la grosse majorité, code pour cette fameuse protéine spike. Alors, coder dans notre jargon, ça veut dire ça contient l'information qui va permettre à nos cellules, une fois qu'on a injecté le vaccin, de synthétiser elles-mêmes cette fameuse protéine spike. Et cet ARN messager, il est extrêmement fragile, et donc si on le laisse à l'air libre, il se détruit pas automatiquement, mais sous l'action d'enzymes, etc. Donc, il faut le protéger, et c'est à ça que sert cette petite coque on dit, nanoparticules de lipides, et c'est cette invention technologique-là qui a permis l'essor des vaccins ARN. Alors, deuxième type de vaccin anti-SARS-CoV-2 qu'on utilise en Belgique, c'est donc les vaccins AstraZeneca et Janssen ou Johnson & Johnson, hein, donc ça c'est les mêmes, qui sont tous les deux basés sur la même technologie. C'est exactement le même type de vaccin, c'est-à-dire un vecteur viral non réplicatif. Ça veut dire quoi? C'est que c'est une particule fabriquée à partir d'un virus naturel, mais modifié de sorte à ne plus pouvoir se multiplier. Donc, ce n'est plus vraiment un virus au sens biologique réel du terme, puisqu'il n'y a pas de capacité de réplication. C'est pour ça qu'on parle de vecteur viral non réplicatif. Et le virus de base qui a servi d'échafaudage pour construire ce vecteur vaccinal est en fait un adénovirus, dans les deux cas. Dans le cas de l'AstraZeneca, c'est un adénovirus de chimpanzé. Dans le cas du vaccin Janssen ou Johnson & Johnson, c'est un adénovirus humain qui peut provoquer de très légers rhumes chez l'homme, mais qui, dans ce cas-ci, pas du tout, hein, pas dans le cas du vecteur viral, puisqu'il a été modifié génétiquement pour ne pas pouvoir se répliquer et donc ne pas être infectieux. Alors, dans les deux cas, on parle de virus recombinant, de vecteur viral recombinant, puisqu'il a été modifié, l'ADN qui est contenu dans ces particules virales, il a été modifié pour pouvoir coder à nouveau pour la protéine spike. Donc, dans le cas de 5 vaccins, ce qu'on injecte, ce n'est pas la protéine spike, c'est le matériel génétique qui sert à donner les instructions à nos cellules sur le site d'injection pour fabriquer elles-mêmes la protéine spike contre laquelle on veut faire des anticorps. Donc ça, c'est pour les 5 types de vaccins qui seront disponibles, qui sont déjà disponibles, Pfizer, Moderna et AstraZeneca, et qui seront sans doute très rapidement disponibles pour le Janssen et à moyen terme, en tout cas, pour le CureVac, si les essais cliniques sont encourageants. Alors justement, on en arrive aux essais cliniques. Comment est-ce qu'on fait pour mesurer l'efficacité et la sécurité du vaccin? Parce que tout le monde vous dit les vaccins sont efficaces, c'est sûr, et on s'attend à ce qu'on accepte ça tout cuit. On n'est pas obligé. En fait, on peut aller voir les résultats de ces essais cliniques qui sont faits pour mesurer précisément ces 2 paramètres, qui sont 2 paramètres extrêmement importants. Un vaccin efficace et dangereux n'a aucun intérêt. Un vaccin absolument sûr et tout à fait inefficace n'a aucun intérêt non plus. Il faut que le vaccin soit à la fois efficace et sûr, et ce sont 2 paramètres tout à fait différents, mais qu'on va mesurer dans les mêmes essais cliniques. Alors, je vais vous montrer des données brutes d'essais cliniques telles qu'on peut les trouver, par exemple ici, dans le rapport qui a été fourni par la FDA américaine, donc l'Agence fédérale du médicament américain, suite à l'examen de l'ensemble du dossier qui a été présenté par Pfizer avec son vaccin ARN messager. Et donc, ces résultats montrent en fait l'étude qui a été réalisée sur environ, dans ce cas-ci, plus de 36 000 volontaires. Alors, les résultats sont là et quasi tout est là, d'accord? Ça a l'air très, très difficile à regarder parce qu'il y a beaucoup de chiffres, etc. Mais en fait, c'est d'une simplicité abyssale. Les 36 000 volontaires, ils ont reçu, pendant l'essai clinique, soit un vaccin, soit un placebo. Et ces 36 000 volontaires ont été divisés en 2 groupes de taille plus ou moins égales, vous voyez ici 18 000 et 18 000, de manière complètement aléatoire. On dit qu'on a randomisé ces 2 groupes. L'essai a été fait à l'aveugle, c'est-à-dire que les personnes qui reçoivent une injection ne savent pas s'il s'agit du vaccin ou s'il s'agit du placebo. On ne révélera ces résultats qu'au terme de l'étude. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est faite en aveugle, de sorte à ne pas biaiser les résultats. Et l'étude se produit sur des semaines où on observe et on note tous les signes cliniques qui se développent chez ces
volontaires qui ont reçu soit le vaccin, soit le placebo, et on note tout. Et on note notamment, évidemment, la survenue de symptômes qui peuvent correspondre au Covid, parce qu'on fait ces essais cliniques dans des pays où le virus circule toujours. Dans le cas du SARS-CoV-2, il faut reconnaître que ce n'était pas très difficile de trouver des pays dans lesquels le virus circulait toujours. Quoique on avait eu beaucoup d'espoir au mois de juillet, où donc c'était relativement important de faire ça dans des pays comme par exemple l'Afrique du Sud, la Turquie, le Brésil pour le vaccin suivant, vous allez voir, etc. Et donc on surveille la survenue de ces symptômes qui peuvent ressembler au Covid. S'il en survient, on fait des tests pour vérifier par PCR s'il s'agit bien d'une infection par le virus SARS-CoV-2 et on compte le nombre de cas. Quand on a un suffisamment grand nombre de cas de Covid confirmés qui sont survenus, alors on peut se dire que l'étude permettra d'obtenir des résultats statistiquement significatifs et on révèle les résultats. C'est-à-dire qu'on on va regarder dans les dossiers informatisés, conservés évidemment de tous ces volontaires, si en fait ils avaient reçu à l'aveugle le vaccin ou le placebo. Dans cette étude portant sur plus de 36 000 volontaires, 170 cas de Covid confirmés ont été observés, 162 sont survenus chez des volontaires qui avaient reçu le placebo et 8 seulement chez des volontaires qui avaient reçu le vaccin. C'est comme ça qu'on détermine que le vaccin protège dans 95% des cas. Les personnes vaccinées ont 20 fois moins de chances, dans ce cas-ci particulier, de faire un Covid que s'ils étaient vaccinés. Ils sont protégés à 95%. Alors, dans cette même étude, on mesure tous les autres symptômes possibles et imaginables. Tout ce que les personnes rapportent comme problème, on les note. Et à nouveau, on va, à la fin de l'étude, révéler si les personnes qui ont, par exemple, eu des douleurs au site d'injection avaient reçu le placebo ou le vaccin lui-même. Et vous voyez, entre parenthèses, ce sont des pourcentages, en fait. Vous voyez que des effets secondaires, il y en a, même avec le placebo, d'accord ? Mais ce qui importe, ce qui est important, c'est pour estimer si un effet secondaire observé est dû au vaccin ou pas, c'est de constater que ces effets secondaires sont plus fréquents chez les personnes qui ont reçu le vaccin que chez les personnes qui ont reçu le placebo. Et des effets secondaires plus fréquents chez les personnes vaccinées que chez les personnes qui ont reçu un placebo, on en a vu, et on en a vu beaucoup, mais comme attendu, parce que tous les vaccins ont ce type d'effets secondaires. C'est-à-dire des douleurs au site d'injection, une fatigue qui peut durer pendant quelques jours, de la fièvre, la pyrexie c'est de la fièvre, des frissons, des douleurs musculaires, des douleurs articulaires, des maux de tête, parfois même des symptômes intestinaux, mais vous voyez ici que la différence entre ces désordres intestinaux et le placebo ne sont pas si importants que ça. Mais bref, dans tous ces cas-là, on en conclut quand même que la fréquence de ces effets secondaires fréquents sont observés chez les personnes qui reçoivent le vaccin plus souvent que chez les personnes qui reçoivent le placebo. Et ça, ce sont les effets secondaires attendus, mesurés et observés de ces vaccins. Ces effets secondaires ne sont pas dangereux, ils surviennent et peuvent persister quelques jours après le vaccin, mais généralement disparaissent très, très rapidement. Il y a des effets secondaires beaucoup plus rares, pour lesquels il est plus difficile de démontrer qu'il y a une relation de cause à effet entre le vaccin et l'effet secondaire observé. Parce qu'il y a des effets, des survenues d'événements médicaux qui se produisent dans les quelques jours ou quelques semaines qui peuvent suivre la participation à une étude de ce type, qui peuvent parfois être graves. Hein, parce que, par exemple, on a observé 2 cas de mort par arrêt cardiaque chez des personnes qui avaient reçu le vaccin Pfizer, mais il y en avait 4 dans le groupe placebo sur les quelques semaines pendant lesquelles on avait observé ces résultats. Il est évident que les vaccins ne protègent pas contre des accidents cardiovasculaires, contre même des thromboses, comme on en a parlé récemment, etc. Donc, c'est comme ça qu'on mesure vraiment les effets secondaires. Et oui, les effets secondaires, il y en a. Ils sont même fréquents, mais ils ne sont pas dangereux. Ils sont attendus. Ils peuvent être néanmoins désagréables. Mais les effets secondaires rares sont rarissimes. Les effets secondaires rares sont rarissimes, ça c'est évident, mais les effets secondaires graves sont rarissimes. Il est difficile d'établir qu'ils soient causés par les vaccins, sauf dans le cas un peu exceptionnel des allergies, où on a observé des réactions allergiques à certains composants du vaccin.
Mais à nouveau, ces allergies sont relativement rares puisque dans les premières études, on n'en avait pas observé dans les études sur quelques dizaines de milliers de patients, mais quand on est passé à quelques centaines et voire milliers ou quelques millions de patients, on a vu des réactions allergiques occasionnelles, donc à des fréquences très très faibles. Alors, deuxième exemple d'une étude comparable, c'est celui du vaccin AstraZeneca, dont on parle beaucoup, qui, elle, a été publiée dans un journal scientifique. Et ici, cette étude-là, il y en a eu plusieurs par la suite, dont ils ont parlé également, mais cette première étude, qui avait notamment été réalisée au Brésil, en Afrique du Sud, et je ne vois plus mon écran non plus. Je ne sais plus quel était l'autre pays. Pardon, je l'ai ici, oui. Brésil, Afrique du Sud et UK, voilà, évidemment, UK, porté sur environ 11 000 volontaires. Et à nouveau, ici, vous voyez que si 100 des 6 000 volontaires qui ont développé le Covid avaient en fait reçu le placebo. 30 des 6 000 volontaires qui avaient reçu le vaccin seulement, eux, ont développé le Covid. Et donc, on parle dans ce cas-là, dans cette première étude, d'une efficacité à 70%. D'autres études sur un plus grand nombre de patients et dans d'autres populations ont montré des efficacités un peu supérieures à celle-là pour l'AstraZeneca, de l'ordre de 80%. Pour vous donner une information, pour vous permettre d'évaluer l'importance de ces chiffres, il faut se souvenir que des vaccins efficaces à 70, 80, 90%, ça les classe parmi les vaccins extrêmement efficaces. On a des vaccins très, très efficaces, ce sont des vaccins qui ont des efficacités de l'ordre de 90%. C'est par exemple nos vaccins contre la rougeole, qui est vraiment un excellent vaccin qui est à base de virus vivants atténués, souvenons-nous. Et puis les vaccins moins efficaces, ce sont par exemple les vaccins contre la grippe, parfois, dans certaines années, parce que vous savez que les vaccins contre la grippe changent chaque année. Et là, on a plutôt des efficacités contre la grippe qui tournent autour des 50%. Donc, quand on parle de vaccins d'une efficacité à 80-90%, ce sont des très, très bons vaccins. Et une dernière remarque que je souhaiterais faire avant de vous laisser me poser toutes les questions que vous voudrez, c'est qu'il faut toujours se souvenir que ces vaccins, leur objectif est de nous protéger contre les formes graves de la maladie, celles qui provoquent des hospitalisations et bien sûr la mort, et éventuellement des conséquences à plus long terme. Et pour ça, les vaccins AstraZeneca, Pfizer et Moderna, pour l'instant, semblent tout à fait comparables les uns aux autres, dans le sens qu'ils protègent très bien contre les formes graves de la maladie. Voilà, j'espère avoir été claire et je serais ravie de répondre à quelques questions si vous souhaitez m'en poser. Écoutez, félicitations parce que je trouve que votre exposé était absolument remarquable de clarté. Vous vulgarisez d'une façon extraordinaire parce que souvent les scientifiques, je trouve qu'on a un petit peu du mal à les suivre et à les comprendre. Mais honnêtement, je trouve que votre présentation était vraiment extrêmement claire, bien structurée et vous faites ça admirablement bien. Donc, un tout grand merci. Alors, je vais d'abord rappeler donc, aux participants qu'ils peuvent poser leurs questions et dans la mesure du possible, essayer de poser des questions courtes et précises. Parce que parfois, les questions se multiplient et donc on a un petit peu du mal à suivre. Alors, je vais les prendre au fur et à mesure. Donc, nous demande si les vaccins modifient notre propre immunité au profit d'une immunité exclusivement anti-Covid. Et dans ce cas, comment booster notre immunité de base? Alors, c'est une question très intéressante, mais il faut se rendre compte que les vaccins vont faire intervenir notre propre immunité, mais ils vont, dans le sens où ils vont faire intervenir nos globules blancs, ces lymphocytes qui vont produire des anticorps, et ces lymphocytes T qui vont aider les lymphocytes B à produire les anticorps et à ne produire des anticorps que contre le Covid, mais ils ne vont mobiliser qu'une toute petite partie de ces lymphocytes. Nous en avons des lymphocytes, des centaines de millions différents, qui sont générés de manière complètement aléatoire. Et nous avons coévolué avec les virus et les bactéries. Notre système immunitaire, plus précisément celui des mammifères, a coévolué avec les virus et les bactéries pour pouvoir justement se défendre contre une multitude d'antigènes différents et une multitude de virus différents. Les vaccins ne font donc que détourner une minuscule, une infime partie de nos potentiels en termes de lutte contre les virus et les bactéries. Et donc les vaccins n'appauvrissent pas, ne diminuent pas notre capacité à réagir contre les autres virus ou bactéries. Ils ne font que stimuler notre capacité à réagir contre
une bactérie ou un virus particulier. Je pense que la personne en question avait aussi une question sur les variants, et ça, c'est Oui, aussi... oui. J'allais Pardon. y venir. Non, allez-y. Ah, Donc, oui. je vais peut-être redire la question devant tout le monde, poser la question. Est-ce que vous avez dit effectivement qu'une fois qu'on est vacciné, on ne peut plus attraper le Covid, mais est-ce qu'il est encore possible d'être contaminé par un variant, puisque le Covid, beaucoup de variants. Ouais. C'est une question très intéressante et qui nous préoccupe et qui inquiète les scientifiques parce que l'émergence des variants dans une population virale, c'est quelque chose de tout à fait naturel et c'est quelque chose qui va survenir systématiquement, soyons clairs, particulièrement dans les virus de ce type qui sont des virus à ARN et qui ont tendance à faire des erreurs de réplication au fur et à mesure où ils se multiplient. Donc ce n'est absolument pas nouveau. Alors, des variants deviennent problématiques quand ils sont manifestement sélectionnés parce qu'ils sont plus contagieux ou parce que, au fur et à mesure de la sélection par nos propres réactions immunitaires au niveau des populations, ils finissent par devenir résistants à nos réponses immunitaires, qu'elles soient naturelles ou induites par le vaccin. Pour l'instant, les variants qu'on voit émerger, notamment le variant anglais, sont parfaitement sensibles aux vaccins tels qu'ils ont été développés actuellement. On n'a donc pas de préoccupation majeure pour l'instant vis-à-vis des variants anglais, brésiliens, sud-africains, mais on sait que ces variants ont d'autant plus de chances d'apparaître que le niveau de circulation est élevé, puisqu'il s'agit d'erreurs qui sont introduites automatiquement quand les virus se multiplient. Plus il y a de virus et plus il y a de virus qui se multiplient, plus on a de probabilité de voir apparaître des nouveaux variants. Donc, il finira probablement par avoir des variants qui finiront par émerger et par résister aux réponses immunitaires qu'on aura induites. Mais c'est à moyen terme, ça ne va pas être demain, ça ne va pas être dans 6 semaines, mais ça pourrait survenir. Et donc, il faudra qu'on soit capable d'adapter les vaccins. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on est déjà capable de faire ça pour une autre maladie due à un virus à ARN qui évolue et pour lequel on voit des variants apparaître systématiquement chaque année. Et ça, c'est le virus de la grippe. Et on adapte les vaccins contre la grippe chaque année, précisément pour ces raisons-là. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'avec les nouvelles technologies de vaccins contre le Covid, notamment celles à ARN, etc., ces vaccins vont être plus faciles à adapter que ne sont les vaccins contre la grippe qu'on adapte pourtant chaque année. Donc voilà, oui, il faut rester très attentif à ces variants. Il faut éviter que le virus ne circule trop avant qu'on ait atteint une immunité collective pour éviter que ces variants résistants à l'immunité qu'on aura développée n'apparaissent trop vite. Mais lorsqu'ils apparaîtront, on aura de quoi réagir en adaptant nos vaccins. Ok, très bien, merci. Toujours à propos des variants, on nous demande si les variants sont le résultat de mutations du virus ou s'agit-il de recombinaisons virales? Alors, pour l'instant, ce sont essentiellement des mutations, mais on voit apparaître occasionnellement des recombinaisons qui ne sont pas plus problématiques dans ce cas-là que les mutations. Mais pour l'instant, ce sont des mutations ponctuelles qui s'accumulent. Alors, il y a ensuite une question qui est assez compliquée. Enfin, je peux la lire ou vous la lisez. À propos des vaccins ARN, Oui. donc Pfizer et Moderna, existe-t-il un risque, aussi faible qu'il soit, de recombinaison entre le brin d'ARN vaccinal et un virus complet, infectant la même cellule? Et la personne qui pose la question précise qu'elle croit en l'utilité et l'efficacité des vaccins. Mais je ne vois pas, honnêtement, je ne vois pas bien comment, parce qu'il ne faut jamais oublier que cet ARN vaccinal, c'est un brin d'ARN qui code juste pour la protéine spike, avec de part et d'autre quelques séquences stabilisant, donc un promoteur, de quoi permettre la transcription des ARN. Et donc, il n'y a pas d'homologie entre, à part au sein de la séquence codante pour la protéine spike elle-même, avec les ARN de coronavirus de SARS-CoV-2 là pour l'instant, à part cette région qui code pour la protéine spike, mais qui est déjà présente dans le virus de coronavirus. Donc, le risque est extrêmement faible. Mais je ne vois pas le problème sous-jacent à une recombinaison éventuelle entre un ARN isolé et celui d'un vrai virus
puisqu'on n'apporterait rien de nouveau à ce vrai virus. Donc, le risque est quasi inexistant, honnêtement, mais même si ça se produisait, je ne comprends pas bien d'où viendrait le problème. Merci. Que pensez-vous du vaccin canadien qui agit non pas sur la protéine spike, mais au niveau de la capside du virus? Est-ce qu'il n'est pas plus sûr à l'heure actuelle pour faire face aux variants, justement, celui-là? Alors, pour faire face aux variants, non. Pour être tout à fait honnête, je ne vois pas bien de quel vaccin on parle parce qu'au Canada, ça doit être probablement un virus inactivé, c'est ça que vous voulez? Je n'étais pas au courant qu'il y avait un vaccin canadien. La personne peut prendre la parole, hein, la personne qui pose la question. Oui. Voilà, allez-y. Oui, j'ai entendu parler d'un vaccin canadien qui agirait sur la capside du virus, qui est en cours de fabrication et qui se base sur une plante de tabac, donc le Tabacum nicotiana, enfin le tabac. Et donc la plante produirait une protéine et qui agirait pour produire des anticorps, mais contre la capside, pas contre la protéine spike du virus. Je suis un peu perplexe parce que le virus, le coronavirus lui-même est donc un virus enveloppé et dans cette enveloppe lipidique, il y a des protéines qui sont fichées dans cette enveloppe lipidique et ces protéines qui sont fichées, la plus importante et celle qui est contre laquelle on veut vraiment développer des anticorps parce que c'est la clé d'entrée dans nos cellules, c'est la protéine spike. Des capsides, on parle de capsides virales généralement pour les virus non enveloppés. Donc, je suis désolée, mais là, et la production dans les plantes à tabac, c'est une manière de produire des protéines recombinantes. Donc, est-ce qu'il y a des essais de vaccins à base de protéines recombinantes spike produites dans des plantes à tabac? Peut-être, mais là, je n'ai pas suffisamment de précision pour… Ça va, merci beaucoup. Alors, une question par rapport aux allergies. Je vais d'ailleurs les grouper. Y a-t-il un risque pour les personnes allergiques à la pénicilline? Ça, c'est une question. Et alors aussi, comment pourraient réagir des personnes qui sont asthmatiques, qui ont le rhume des foins, allergiques aux poils de chien, etc. Donc, des gens très allergiques. Est-ce qu'il y a une contre-indication par rapport au vaccin du Covid-19? Alors, on a vu des réactions anaphylactiques chez quelques patients, hein, comme je vous le disais. Et dans ce cas-là, il s'agissait d'allergies connues préalablement et chez des patients tellement allergiques qu'ils avaient généralement sur eux des stylos d'adrénaline. Donc, c'était des patients anaphylactiques connus. On ne sait toujours pas, pour autant que je sache en tout cas, quel est le composant des différents vaccins qui pourrait en fait réactiver ces allergies préexistantes. On a parlé du polyéthylène glycol, etc. Toujours est-il qu'on conseille aux patients allergiques connus de rester dans les centres de vaccination, non pas 15 minutes, mais 30 minutes après la vaccination, de sorte à surveiller leurs symptômes. Il faut bien se rendre compte que les allergies, ce sont des événements qui surviennent dans les quelques minutes qui suivent l'exposition à l'allergène. Alors, si on prend par exemple l'exemple du rhume des foins, ça, ce n'est sincèrement pas une contre-indication pour le vaccin. L'asthme peut être un asthme de cause allergique. Et si on ne connaît pas l'allergène qui cause l'asthme, alors à nouveau, on vous recommandera de rester 30 minutes dans le centre de vaccination après avoir reçu votre vaccin pour être sûr que vous ne fassiez pas une réaction allergique et donc notamment une crise d'asthme. Mais en dehors de ça, ce sont les seules contre-indications ou précautions qu'on recommande dans ce cas-là. Ok, merci beaucoup. Pour l'allergie à la pénicilline, je pense que ce n'est pas un problème dans ce cas-ci, mais à nouveau la même réponse. C'est-à-dire que si on a une allergie forte, on recommande d'être vraiment surveillé pendant 30 minutes après l'injection du vaccin au lieu de 15. Ok, alors une question posée régulièrement. Peut-on être porteur, donc peut-on transmettre le virus si on a été vacciné ou qu'on a eu la maladie? Est-ce qu'on peut rester contagieux? Est-ce qu'on peut rester porteur? Donc, c'est deux questions différentes liées, bien sûr. Oui. Mais, alors, après avoir été vacciné, il n'est pas impossible, pour l'instant, on ne peut pas encore exclure qu'en fait, le vaccin ne protège pas contre le portage asymptomatique, donc contre des formes mineures de la maladie qui font que la personne est porteuse du virus, ne développe absolument aucun symptôme et donc n'élimine et ne produit pas énormément de virus, mais pourrait potentiellement le
contaminés à d'autres. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne sait pas encore ça? Parce que ça, c'est beaucoup plus difficile à mesurer, ça nécessite des mesures bien plus précises que la simple observation d'une protection contre une forme symptomatique de la maladie. Mais ces études sont en cours. Donc, ce que ça nécessite comme étude, c'est de faire chez les vaccinés des prélèvements nasopharyngiens à intervalles très, très réguliers pendant une très, très longue période sur un très, très grand nombre de personnes pour pouvoir déterminer si, oui, on observe des portages viraux, donc des tests PCR positifs chez des personnes qui n'ont aucune raison d'aller faire un test PCR, si ce n'est de participer à cette étude. Ça, d'une part. Alors, d'autre part, on commence à avoir des datas de ce type. On commence à avoir des résultats de ce type et il semblerait que les premiers vaccins qui sont étudiés extrêmement en détail pour ce portage asymptomatique puissent protéger quand même. Et on parle de taux de protection de l'ordre de 50% au minimum contre le portage asymptomatique. Donc voilà, c'est encore une question en cours. Il est probable que les vaccins diminueront en tout cas très très fort le shedding viral, comme on dit, la production de virus. S'ils ne l'abrogent pas complètement, ils le diminueront probablement significativement, mais on ne pourra sans doute jamais exclure qu'ils protègent totalement contre le portage asymptomatique. Ok. Alors, ici, une question de fond qui est quand même assez importante et peut-être délicate. Pourquoi avoir créé ce vaccin dont on ne connaît toujours pas les effets secondaires sur le long terme? Pourquoi l'avoir lancé contre une maladie qui est finalement peu mortelle et contre laquelle on peut développer sa propre immunité et pour laquelle des traitements existent? Puisque c'est une question... Les firmes pharmaceutiques, elles ne connaissent pas les effets à très long terme et elles sont déchargées de responsabilité. S'il y a plus tard des effets secondaires, on va dire, importants et mauvais pour la santé. Et donc, pourquoi avoir quand même voulu à tout prix sortir ce vaccin? Je vais peut-être, parce qu'il y a beaucoup de choses dans cette question et il y a beaucoup d'affirmations avec lesquelles je ne peux pas vraiment être d'accord. Ouais. Alors, la première, quand on dit que c'est une maladie qui est très peu létale, ce n'est pas vrai. Elle est plus létale que la grippe habituelle. Et nos épidémies de grippe saisonnière, elles causent 500 000 morts par an. 500 000 morts, ce n'est pas rien du tout. Cette épidémie-ci, pour l'instant, elle a causé 3 millions de morts sur la planète en 3 vagues. L'épidémie la plus dramatique qu'on ait connue en termes récentes, en termes de maladies respiratoires dans notre histoire moderne, c'est l'épidémie de grippe espagnole qui, elle, a fait 50 millions de morts. C'est vrai qu'on n'est pas au niveau de la grippe espagnole, mais il faut se rendre compte que 3 millions de morts aujourd'hui, c'est quand même énorme et vous serez tous d'accord avec moi qu'elle peut être peu létale, mais n'avons-nous pas tous connu quelqu'un dans notre entourage proche que nous avons perdu du Covid? Donc, j'ai vraiment beaucoup de mal avec ce type de déclaration parce qu'une maladie très peu létale, pourquoi? Parce qu'elle ne tuerait que 2 à 3% des personnes qu'elle infecte, c'est déjà beaucoup. Hein. Et quand on considère les personnes de plus de 65 ans, de plus de 75, disons, c'est de 1 personne sur 3 à 1 personne sur 2. Est-ce qu'on peut encore dire qu'une maladie est peu létale à ce stade-là? Donc ça, c'est un. La deuxième affirmation avec laquelle je suis désolée, mais je ne peux pas être d'accord, c'est quand on dit qu'on a des traitements contre cette maladie. Ça, c'est également erroné. On n'a pas de traitement contre le Covid. On voudrait bien avoir des traitements contre le Covid. Beaucoup de gens cherchent des traitements contre le Covid. Mais pour l'instant, il n'y a pas de traitement efficace contre le Covid. On a trouvé des adaptations. On arrive à prendre en charge les patients mieux dans les services de soins intensifs. On s'est rendu compte, et c'est une vieille recette qui marche très bien contre les maladies très inflammatoires, que la cortisone fonctionnait bien et permettait d'éviter dans certains soins intensifs 30% de morts, mais on n'a pas de traitement efficace contre le Covid, toujours pas aujourd'hui. Alors, il y avait d'autres éléments dans cette question. Non, c'était surtout ça, sachant qu'on ne connaît quand même pas les effets sur le long terme. Mais on va les étudier, d'accord? Mais ce qu'on sait, c'est qu'on connaît les effets extrêmement négatifs du Covid sur le court terme. Et contre cela, il faut absolument lutter. Il y a une probabilité infinitésimale que les risques à long terme des vaccins arrivent, ne fût-ce qu'à la cheville, des risques à court terme de faire le Covid. Je ne vois pas, il n'y a aucune raison
théorique, raisonnable, de penser que les effets secondaires qui pourraient survenir à très long terme, dont évidemment personne n'a pu encore observer, parce qu'on n'a pas ce recul, puissent d'une manière quelconque remettre en cause les bénéfices de la vaccination contre le Covid. Merci, c'est en tout cas rassurant et encourageant pour se faire vacciner. Alors, croyez-vous à l'immunité collective à partir d'un taux de vaccination de 70%? Bien sûr, oui. Je D'accord. pense que c'est l'objectif de la vaccination, c'est d'atteindre une immunité collective. Alors, à quel moment est-ce qu'on l'aura atteinte? En fait, on le verra un peu a posteriori. Le taux de 70% d'immunisation qu'il va falloir atteindre dans la population, et cette immunisation va pouvoir être atteinte d'une part par la vaccination et d'autre part par le fait d'avoir fait la maladie naturellement, on l'estime à 70% pour pouvoir arrêter la propagation incontrôlée du virus sur base de facteurs, de paramètres très clairement étudiés qui sont notamment cette fameuse valeur R, c'est-à-dire le nombre de personnes qui peuvent être contaminées par un porteur du virus en dehors de toute forme de précaution. Et donc, on peut calculer, faire des prédictions, mais ce ne sont jamais que des prédictions. Mais sur base de ce qu'on sait d'autres maladies infectieuses et de leur contagiosité, et par exemple, la rougeole qui est beaucoup plus contagieuse que le Covid, d'accord, puisque la rougeole, c'est 18 personnes qui peuvent être contaminées par une seule porteuse. Là, dans ce cas-là, on se rend compte que les couvertures vaccinales doivent être beaucoup plus importantes pour qu'on puisse limiter les épidémies de rougeole et on doit être plutôt de l'ordre de 94 à 95% de couverture vaccinale. Et on observe effectivement que quand on descend sous cette immunité vaccinale, eh bien, on voit réapparaître des épidémies de rougeole. Donc voilà, je ne peux pas garantir qu'avec 70% calculés sur base de ce qu'on sait de ce virus, on sera dans les clous, mais sur base de ce qu'on sait par ailleurs, on a quand même beaucoup d'espoir que ce soit le cas. Oui. Et puis, on peut peut-être considérer aussi qu'en plus des 70% de personnes vaccinées, il y a les personnes qui ont développé un Covid de façon assez forte et qui ont aussi toujours des anticorps pour y résister, parce qu'on ne parle jamais de ce pourcentage de population qui a développé sa propre immunité. Mais c'est bien ça que je Ça voulais représente dire. quel pourcentage pour l'instant? Mais pour l'instant, c'est très clair, c'est 20%. Ah, Donc, c'est déjà pas mal. oui, c'est déjà pas mal. Et donc, c'est pour ça que j'ai commencé par dire cette immunité collective qu'on va essayer d'atteindre à 70%, elle est la somme de deux choses. D'une part, l'immunité qu'on va obtenir par la vaccination et d'autre part, l'immunité qu'on a obtenue naturellement quand on a été exposé au virus. Et pour l'instant, en Belgique, on estime que 20% des gens ont des titres détectables. En tout cas, est-ce qu'ils sont vraiment protecteurs, mais des titres détectables d'anticorps contre le Covid sur base d'analyses de donneurs sanguins qui ont été faites. Et ces gens, cette partie de la population contribue évidemment à la somme totale. Donc, ça nous donne de l'espoir d'y arriver plus Oui, vite. bien sûr. Que pensez-vous du vaccin russe Sputnik? Je pense que c'est un probablement excellent vaccin. Ils ont publié leurs résultats et donc on fait preuve d'une transparence qu'on n'avait pas l'habitude de voir de la part des services de santé russes, en tout cas. Donc, ça, c'est vraiment très encourageant. C'est un vaccin à base d'adénovirus recombinant, tout à fait comparable à celui de Johnson & Johnson, par exemple. C'est un adénovirus humain, ce n'est pas un adénovirus de chimpanzé au départ, comme celui d'AstraZeneca. Ça n'a pas beaucoup de différence parce que ce sont de toute façon des vecteurs viraux recombinants. Mais je pense que les résultats qui ont été publiés en termes d'efficacité et de sécurité sont très encourageants et je pense que ça a l'air d'être un très très bon vaccin. Il est en cours d'examen par l'EMA. D'accord, parce qu'on dit que Thierry Breton, pour l'instant, n'est pas favorable à ce vaccin. Alors, est-ce qu'il n'est-il pas maladroit de le rejeter? De le De rejeter. rejeter ce vaccin Sputnik, oui. Il n'est pas maladroit de le rejeter, excusez-moi, j'ai pas. Oui, donc Thierry Breton n'est pas favorable Oui. à administrer ce vaccin. Et donc, on demande, voilà, est-ce que vous avez un avis par rapport à ça? Je pense que Pas le rejeter. je me remettrai à l'avis de l'EMA, donc l'Agence européenne du médicament, qui va juger si les informations qui lui ont été fournies sont suffisantes pour pouvoir remettre un avis favorable ou pas. Et pour l'instant, la question est toujours en suspens. Donc voilà, sur base de ce que j'ai pu voir moi pour l'instant, ce n'est pas un mauvais vaccin du tout. Il y a quand même une chose que j'aimerais préciser, c'est que
tous les vaccins ne vont pas venir en Europe. On ne va pas pouvoir mettre le grappin sur tous les vaccins qui vont être produits internationalement. Il ne faut quand même pas oublier aussi qu'il faut absolument vacciner les pays à faible revenu, les pays plus éloignés de l'Est, les pays d'Asie, du Sud-Est, etc. Parce que ce virus, il ne respecte pas les frontières, hein, soyons bien clairs. Donc, nous allons avoir une panoplie de vaccins à notre disposition. Le vaccin russe et le vaccin chinois qui est en train d'être distribué sous des accords multilatéraux et bilatéraux entre la Chine et des tas d'autres pays. C'est quelque chose de relativement important aussi, hein, parce que nous, on a sécurisé des vaccins de 5 providers particuliers, mais on a sécurisé suffisamment de doses que pour vacciner 2,5 fois notre population. Donc moi, c'est plutôt dans ce contexte-là que je me pose la question de savoir s'il est vraiment indispensable que nous obtenions l'approbation pour distribuer le vaccin Sputnik, alors que, enfin voilà, il faut pas oublier ça non plus. D'accord. On a tous constaté autour de nous que certaines personnes qui avaient dans leur bulle, dans leur foyer, des personnes infectées, n'ont pas contracté la maladie. Est-ce que le groupe sanguin pourrait avoir une influence? Oui. Ça, ce sont des recherches prodigieusement intéressantes. Il semblerait, mais ça a l'air d'être solide, que les groupes sanguins O, donc les personnes qui font partie du groupe sanguin O, soient moins susceptibles de se faire infecter par des virus qui ont été produits chez des personnes de groupe sanguin A, B ou AB. Et on a des explications. Donc ça, ce sont des observations. On l'a observé. Le risque de développer un Covid est inférieur par rapport à dans les personnes de groupe sanguin O que dans les personnes des autres groupes sanguins, et surtout quand on considère les règles de compatibilité de transfusion sanguine, c'est-à-dire surtout quand on compare les O par rapport à des porteurs du groupe A, par exemple. Et ça s'explique. Je ne sais pas si vous voulez que j'entre dans les détails de l'explication, mais c'est... Non, ça c'est peut-être très, très scientifique. Je pense que c'est important de savoir. Du coup, les personnes qui ont un groupe sanguin O seront certainement ravies. Alors, attention, je voudrais quand même préciser qu'ils ne sont pas protégés de manière absolue. Ils ont un risque inférieur. Mais il y a la probabilité. C'est la probabilité, hein, c'est tout. Donc, attention, ne nous pensons pas protégés du Covid parce qu'on est du groupe O. Hein. Non, bien sûr. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une question d'immunité? Il y a des personnes qui ont quand même un meilleur système immunitaire à la base. Et est-ce qu'il y a d'autres façons de renforcer son immunité? On parle souvent de vitamine D, du zinc, on en entend beaucoup parler depuis le début du Covid. Qu'en pensez-vous? Alors, moi, je prends la vitamine D, mais contre l'ostéoporose, par exemple. Mais d'autre part, c'est évident que certaines personnes ont des systèmes immunitaires plus faibles que d'autres. Par exemple, les personnes qui sont immunodéprimées, pour différentes raisons, soit parce qu'elles prennent un traitement immunosuppresseur parce qu'elles ont reçu une greffe d'organes, par exemple, soit parce qu'elles prennent une chimiothérapie parce qu'elles souffrent d'un cancer. Ces personnes ont des systèmes immunitaires extrêmement affaiblis et ces personnes sont incroyablement susceptibles au Covid. Il faut donc les protéger à tout prix par des mesures très, très importantes de confinement. Donc, ces personnes doivent se protéger elles-mêmes, mais il faut les vacciner le plus rapidement possible. Ça, c'est une chose. Alors, l'autre pense, est-ce qu'il y a moyen d'augmenter l'efficacité du système immunitaire global en prenant des vitamines? Alors, on a parlé de la vitamine C à un moment, on parle de la vitamine D. Pourquoi pas? En tout cas, ça ne peut pas faire de tort. Je ne pense pas que prendre de la vitamine D puisse faire de tort. Maintenant, prendre de la vitamine D en espérant se protéger du Covid, et je suis désolée, mais j'ai l'habitude d'être très claire. Hein, donc, voilà, c'est illusoire de penser que ça va nous protéger du Covid. Ça peut éventuellement nous faire du bien, ça peut nous aider à nous sentir plus en forme, ça protège très certainement contre l'ostéoporose, ça peut augmenter un peu nos capacités de défense immunitaire contre l'ensemble des virus, mais pas spécifiquement contre le SARS-CoV-2. Donc, pourquoi pas? Mais ce n'est pas une panacée. C'est bien de le rappeler parce que dans les médecines, on va dire douces et alternatives, on prône souvent. Oui. Et donc, certains croient qu'ils se sentent intouchables parce qu'ils prennent la vitamine D. Alors, une question intéressante, les vaccins à ARN messager vont-ils nous permettre dans le futur de guérir certains cancers et autres maladies? Alors, en fait, les vaccins à ARN messager, on a commencé par les développer dans le domaine du cancer, en espérant faire des vaccins thérapeutiques contre le cancer. Et c'est un domaine que je connais
particulièrement bien, puisqu'en fait, c'est la vaccination thérapeutique contre le cancer, c'est une invention de Thierry Beaune, dont Sophie Welge nous a fait la gentillesse de parler tout à l'heure. Thierry Beaune était un disciple, quelque part, de Christian de Duve, et c'est lui qui a découvert que les cellules cancéreuses, chez les patients atteints de cancer, certains types de cancer, portent à leur surface des antigènes qui peuvent être reconnus par le système immunitaire. Ce n'est pas exactement les mêmes antigènes que Spike, etc. Mais donc, on sait que notre système immunitaire peut se retourner et peut éliminer, surveiller et éliminer nos cellules cancéreuses. Et donc, quand on sait ça, on se dit qu'on peut utiliser des antigènes pour essayer de vacciner thérapeutiquement, donc de stimuler le système immunitaire contre le cancer. Et les vaccins ARN, c'est précisément dans ce contexte-là qu'on a commencé à essayer de les développer. Les ARN qu'on utilisait codaient pour des antigènes qu'on retrouvait à la surface des cellules tumorales humaines. Malheureusement, ces vaccinations contre le cancer sont extrêmement difficiles à faire. On est bien payé pour le savoir parce que ça fait 25 ans qu'on essaye. Et ça marche occasionnellement, mais chez trop peu de gens. Donc, mais par contre, les progrès significatifs qu'on vient de faire ici en termes de déploiement et de développement de ces vaccins ARN pour une maladie infectieuse vont permettre peut-être en retour de faire des progrès considérables aux vaccins contre le cancer. Donc en ça, je pense que ça pourrait être un espoir. Merci. Alors, je vais aller vers les toutes dernières questions parce qu'on ne va pas prendre toute votre soirée. Donc, vous avez dit qu'on pouvait, dans une petite mesure, mais on pouvait rester porteur asymptomatique en ayant été vacciné. Sachant cela, pendant combien de temps va-t-on devoir garder les mesures de distanciation et toutes les mesures de sécurité qu'on connaît aujourd'hui? Est-ce qu'on va pouvoir un jour revenir à une vie normale, comme avant? Alors, on va pouvoir revenir à une vie qui sera très proche de la vie qu'on connaissait avant. La question, c'est quand? Alors, je pense qu'avant qu'on ait une couverture vaccinale suffisante, parce qu'une fois que 70-80% de la population sera vaccinée, on va réduire tellement la circulation du virus que même le portage asymptomatique par une petite minorité de gens qui ne pourront plus le transmettre qu'à quelques personnes qui elles-mêmes ne seront pas vulnérables ou seront vaccinées, ça va nous permettre de nous débarrasser de la plupart des mesures de confinement qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire de manière évidente le masque, la fermeture complète des commerces, le télétravail obligatoire, le fait de pouvoir s'embrasser les uns les autres et surtout embrasser ses petits-enfants, etc. Toutes ces mesures-là, on va pouvoir les lever. La question, c'est quand ? C'est probablement quand on verra les chiffres de circulation virale qui descendront, et ça va être une course entre l'augmentation de la couverture vaccinale et la diminution. Donc, je ne peux pas vraiment faire de projection, malheureusement, mais on espère qu'en été, quand on va aller vers le beau temps, on va pouvoir commencer à lever ces mesures. Maintenant, est-ce que notre vie, après, sera exactement comme avant ? Ça, je ne pense pas. Parce que ceci aurait été une leçon quand même absolument extraordinaire de la fragilité de nos sociétés vis-à-vis de ces zoonoses et de ces pandémies potentielles qui sont notamment favorisées par nos modes de vie, le rapprochement par rapport aux zones de vie animales, sauvages, les voyages, les voyages intercontinentaux qui nous font nous mixer les uns les autres en permanence. Il faudra probablement qu'on développe des manières de s'adapter à cette coexistence entre le risque accru de zoonoses et de pandémies éventuelles et nos modes de vie. Donc, on ne va pas pouvoir arrêter tous les voyages, mais on va sans doute devoir faire attention à ces voyages, y réfléchir à 2 fois et accepter aussi de surveiller ces émergences éventuelles d'épidémies ou de pandémies et surtout accepter de réagir rapidement. Mais je pense qu'on a à nouveau beaucoup appris. Très bien. Alors, je pose la dernière question parce que je pense qu'il y a un membre un petit peu inquiet qui va aller se faire vacciner et qui demande que fait le médecin si le patient a développé une réaction importante en durant les 30 minutes qui suivent le vaccin. Qu'est-ce qu'ils font? Alors ça, c'est une réaction anaphylactique, donc une réaction allergique qui peut être parfois sérieuse. Et c'est ce type de réaction anaphylactique, c'est justement pour ça qu'on conseille de rester 15-30 minutes, la durée pendant laquelle on risque éventuellement très rarement de faire ce genre de réaction. C'est parce qu'on a un traitement très, très efficace contre l'anaphylaxie qui est l'adrénaline.
Alors, en cas de choc anaphylactique, c'est-à-dire une réaction allergique très grave, on injecte instantanément de l'adrénaline et ça permet d'éviter d'entrer en choc et quelques minutes ou heures plus tard, on en sort complètement. Les traitements des réactions allergiques moins sévères que le choc anaphylactique, attention, je ne vais faire peur à personne ici, mais les chocs anaphylactiques, vous en avez déjà entendu parler, mais c'est assez rare, mais on sait réagir. Et donc, c'est une injection, généralement sous-cutanée d'adrénaline. Pour les autres formes moins graves d'allergie, on donne des antihistaminiques, de la cortisone et toute une série d'anti-inflammatoires qui permettent de juguler la crise. C'est vraiment une réaction de crise à très court terme. J'espère que ça répond à votre question. Mais ça, l'allergie, on sait bien comment la traiter, contrairement au Covid. Très bien. Une fois de plus, votre discours est très rassurant. Mais écoutez, je pense qu'on va clôturer puisqu'on a fait le tour des grandes questions. Après, il y a certains débats, mais je pense que ce n'est pas le but de la conférence d'entrer dans les débats pour ou contre le vaccin. En tout cas, un immense merci parce que c'était vraiment très clair, rassurant. Ça nous encourage à nous vacciner, nous faire vacciner pour le bien de tous. Un grand merci à Sophie Welge également et à tous les membres qui nous ont suivis. Alors, si je ne me trompe pas, vous êtes d'accord qu'on puisse diffuser auprès de nos membres l'enregistrement. Voilà, parce que certains nous le demandent. On reçoit beaucoup de messages de remerciements pour justement ce qu'on est extrêmement clair que vous avez magnifiquement bien vulgarisé. Et moi, je vous remercie, je vous félicite pour tout ce que vous faites pour la médecine, pour la recherche, pour tous les malades et pour la médecine future. C'est magnifique. Mais merci à vous et merci pour votre attention. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Merci de nous avoir consacré autant de temps, Sophie. Bravo. Oui. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée à tous. Au revoir.